Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Your Green Experience organisé par le pôle éco-conception. Donc les webinaires Your Green Experience, c'est des interviews de responsables de projets éco-conception en entreprise qui témoignent et présentent des produits, procédés ou services qu'ils ont éco-conçus. Et donc ces webinaires ont pour objectif de vous inspirer et de participer au partage de connaissances sur ce sujet-là. Donc je me présente, je suis Clara Barry, je travaille au pôle éco-conception. Qui est le Centre d'expertise nationale sur la performance du cycle de vie, soutenu par l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc aujourd'hui, on va partager le retour d'expérience de Salomon, donc une entreprise qui est spécialisée dans la conception et la vente d'articles de sport et loisirs. Et aujourd'hui, on va parler un peu plus de son activité outdoor en présentant un projet d'éco-conception d'une chaussure, donc de la chaussure Intex 01. Et donc, j'ai Olivier Mouzin avec moi qui va pouvoir nous partager ce retour d'expérience. Bonjour Olivier, du coup. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Clara. Donc, juste pour rappeler les règles du webinaire, ce webinaire, il est enregistré et donc vous recevrez un courriel avec le lien vers la vidéo. Après, donc, vous pourrez le revoir. Et n'hésitez pas à vous poser vos questions dans l'onglet chat questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà certains qui avaient confirmé qu'ils m'entendaient. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce biais pour poser toutes vos questions. Et à la fin du webinaire, donc qui dure environ 45 minutes, 1 heure, il y aura du coup une session de questions-réponses. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Olivier, du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer le rôle que tu as eu au sein du projet d'éco-conception dont on va discuter aujourd'hui? Donc Olivier Mouzin, donc je suis responsable du programme éco-responsable de l'activité chaussures de Salomon, la partie uniquement chaussures. Je vais me présenter rapidement, je suis ingénieur en mécanique. Ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le domaine du sport, hein. Au début, des sports un peu plus mécaniques que la chaussure, puisque j'ai fait une thèse pour la société Mavic. J'ai travaillé pendant 15 ans chez Mavic, avec un petit interlude en orthopédie aux États-Unis. J'ai travaillé 2 ans en orthopédie. Et donc, dans ce cadre de ce travail-là, j'ai fait aussi bien de la recherche, de l'anticipation, que du développement, que de l'industrialisation, parce que j'ai mis en place des usines, que du management de projet. Ça fait maintenant à peu près 8 ans que je travaille pour l'activité footwear et 5 ans que je suis sur les sujets éco-responsables, puisque ça a toujours été ma fibre, ce sujet-là, même si je pouvais pas le mettre en pratique, mais c'était quelque chose qui était important pour moi déjà chez Mavic. Donc voilà, et depuis 5 ans, je travaille sur ce sujet d'éco-responsabilité, réduire l'impact produit. Et donc voilà, et j'ai la responsabilité de l'éco-responsabilité depuis maintenant 4 ans. Voilà. Ok, merci. Et donc chez Salomon, vous pensez à intégrer l'environnement depuis plus longtemps que ce projet-là d'éco-conception dont on va parler. Est-ce que tu peux nous apporter ta vision de ce cheminement de l'entreprise quand tu y es arrivé et jusqu'à aujourd'hui? Oui, il y a eu le cheminement, il a été poussé au départ principalement par des législations. Il y a des législations qui ont été mises en place pour empêcher les entreprises ou réduire l'utilisation de certains produits chimiques. Et après, a été mis en place des analyses de cycle vie et des choses comme ça qui ont fait une première apparition, on va dire, dans les années 2010, 2007, 2010. Et puis c'était vraiment les prémices et on n'a pas été beaucoup plus loin. Et c'est des choses qui sont réapparues là il y a 5-6 ans, d'essayer de. Au début, on travaillait surtout sur les usines, on s'inquiétait pas trop. Ça n'a jamais été le problème des entreprises de s'inquiéter de la fin de vie de leurs produits et de ce qu'ils devenaient et comment ils étaient conçus. Donc, on a commencé donc comme je vous disais, par les produits chimiques, piloter un peu les consommations d'énergie, les rejets d'eau et la façon dont ces choses-là étaient faites. Et ça fait vraiment que depuis 6 ans qu'on commence vraiment à s'inquiéter des matières qu'on met dans nos produits, et puis un peu de la fin de vie de nos produits. Alors
c'est une tendance qui vient aussi par les préoccupations environnementales qu'on voit un peu partout. Et puis aussi par des impératifs, un petit peu d'impératifs économiques qui sont mis en place, qui poussent les entreprises à travailler sur ces sujets-là, quoi. Voilà. OK, donc il y avait plusieurs, signaux qui vont pousser, vers cette Ouais, direction? il y a plusieurs signaux qui poussent vers ça, hein. Une volonté, on peut dire aussi qu'il y a une volonté des consommateurs. Les consommateurs sont attirés par des produits qui sont moins impactants environnementalement. Donc, il y a aussi cette volonté de satisfaire les consommateurs. Alors, l'entreprise doit être aussi précurseuse ou sujette à générer des tendances sur ces sujets-là aussi, quoi. Donc voilà. OK. Donc c'était aussi pour anticiper un peu, ce qui pouvait venir plus tard. Voilà, exactement, exactement. Et donc, au sein de ce contexte environnemental chez Salomon qui a évolué, comment ce projet chaussures finalement il a émergé? Ah, ce projet chaussures, en gros, ce qui a émergé, c'est on voulait vraiment apporter quelque chose enfin, apporter un projet de recherche sur ce sujet d'avoir une chaussure moins impactante à l'environnement. Et donc, il y a eu une équipe projet qui a travaillé sur ce sujet-là à peu près pendant 18 mois pour essayer de réfléchir à ce qui pouvait être fait pour avoir des chaussures qui soient moins impactantes environnementalement. Donc, on était vraiment sur la conception du produit, enfin sur le produit en lui-même. On n'a pas regardé plus que ça les process industriels, là où c'était produit ou des choses comme ça. Puisqu'aujourd'hui, il faut reconnaître que majoritairement, alors il y a quelques exceptions, hein, mais majoritairement, les chaussures de sport, elles sont produites majoritairement en Asie. Mmh. Donc on s'est principalement concentré en première étape sur comment concevoir une chaussure moins impactante. Donc on a regardé un peu, il y avait des tendances sur une matière, sur des chaussures 100% naturelles, sur des chaussures avec de la biofabrication. Donc on utilise en réalité des champignons ou des bactéries pour produire de la matière. Toutes ces choses-là, on les a un peu assez rapidement laissé tomber parce que c'était souvent des choses qui coûtaient cher et qui étaient en phase de début de réalisation des matières et des produits. Et on avait un souci qu'on voulait maintenir, enfin une chose qu'on voulait maintenir, qui était la durabilité produit, donc la durée de vie de produit. Donc on s'est orienté plutôt sur rester sur des matières pétrosourcées, qui est pas forcément top en termes environnementaux, mais on est resté sur des matières pétrosourcées et on a orienté ces matières sur des matières qui se recyclent, puisqu'aujourd'hui beaucoup de matières pétrosourcées sont compliquées à recycler. Et donc, on a dit, eh ben, on utilise des matières qui se recyclent relativement, enfin même facilement. Et on s'est orienté également pour essayer de réduire au maximum le nombre de matières. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une chaussure de sport, on a au minimum 6 familles de matières différentes entre le caoutchouc, les EVA, les polyesters, les polyamides, des polyuréthanes. Enfin, et donc on s'est orienté rapidement on voulait faire une chaussure monomatière, un peu comme vous avez un exemple, que vous avez des sandales ou des crocs qui sont faites en une seule matière. Donc quelque part, c'est quelque chose de facile à recycler, quoi. Mmh. Donc, et c'est là qu'on est arrivé sur un premier concept de chaussure qui était vraiment monomatière. Et l'idée derrière, c'est en faisant ce produit monomatière, c'était de le recycler aussi derrière et donc de collecter ces produits en fin de vie. Parce qu'aujourd'hui, les produits, ils sont pas garantis en collecte et les process de recyclage, aujourd'hui, il y en a très peu sur les chaussures, hein. Majoritairement, les chaussures en fin de vie, elles finissent incinérées ou enfouies quand elles sont pas réenvoyées dans un réseau de seconde main ou dans des donations d'organisations caritatives.
Donc, pour faire face à ça, ben, on s'engageait à collecter les chaussures en fin de vie. Alors, le problème auquel on a été confronté par rapport à, devant ta question suivante, Clara, c'est le problème qu'on a été confronté avec ce concept, c'est que on a été confronté à un brevet qui nous a bloqué. Aujourd'hui, il y a un brevet sur le marché qui bloque la commercialisation de chaussures monomatières. Alors, c'est spécifique monomatière, hein, où la tige de la chaussure et la partie semelle de la chaussure sont conçues de manière indépendante. Et si on colle ces deux ensemble et que ça fait une entité monomatière, eh ben, on n'a pas le droit de le commercialiser parce qu'on tombe dans un brevet. Donc rapidement, ben, on s'est dit, ben, on va pas faire du monomatière parce qu'on risque d'être bloqué avec ça, et on a basculé sur une chaussure bimatière, donc avec deux matières, du polyester et du TPU. Et ce qui a fait que cette chaussure-là, ben, en 2021, on a pu la commercialiser. Alors, ça a été problématique parce que ben, on pouvait plus faire une chaussure monomatière. Mais ça a un côté bénéfique aussi, c'est que je pense que cette chaussure monomatière qu'on aurait fait n'aurait pas eu un niveau de confort adéquat. Donc, en rebondissant sur deux matières, on a pu atteindre des niveaux de confort qui étaient adéquats par rapport à la pratique. Donc voilà. Et voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Donc, on a une chaussure bimatière qu'on peut désassembler, qui sera désassemblée par Salomon, et qu'on peut recycler pour partie dans nos produits. Et pour la partie polyester, eh ben, on travaille en partenariat avec un des partenaires pour collecter, pour réutiliser cette matière-là, puisque c'est un polyester qui est brut et donc qui est facile ou avec un taux de pollution minime, et donc qui est facile à recycler, quoi. Donc voilà où on en est sur le cheminement de ce produit-là. Et donc on a été, alors c'est un produit qui peut pas être utilisé aujourd'hui pour faire de la randonnée ou pour faire du trail, parce qu'en caractéristiques techniques, on n'est pas tout à fait au bon niveau, hein. On est en phase de progression sur le sujet. Mais il peut être pratiqué, il peut être utilisé comme chaussure de ville ou comme chaussure pour courir sur route en petite quantité. Et donc petit kilométrage, hein, 4-5 km. Et ça se limite à ça aujourd'hui. Et on travaille pour faire évoluer ce produit pour aller plus loin, quoi. Voilà. Ok, merci. Et donc sur toutes les actions sur lesquelles vous avez agi, donc sur toutes les étapes du cycle de vie finalement, derrière, vous avez fait une analyse de cycle de vie pour valider Voilà. vos... Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, c'était principalement quand on a démarré ce projet, on n'était pas encore, on n'avait pas de données analyse de cycle de vie. Donc derrière, au moment on a lancé avec un cabinet extérieur qui s'appelle ERCOP, on a lancé une analyse de cycle de vie comparative entre un produit similaire et cette chaussure index. Parce qu'au départ, tout le travail, il a été fait plus par rapport à du ressenti que par rapport à des données analyse de cycle de vie, puisqu'aujourd'hui, on n'était pas équipé pour pouvoir faire ces choses-là. Et donc, on a fait l'analyse de cycle de vie de ce produit par rapport à un produit similaire pour voir où se situaient les gains et si on avait gagné, quoi. Et donc, on a analysé toute la réalisation des matières, toute la production du produit, tout l'assemblage du produit, toute la commercialisation du produit, sachant que ce produit, on a restreint la commercialisation uniquement aux pays où on était capable de le collecter en fin de vie. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui commercialisé en Europe et en Amérique du Nord, qui sont les deux seules zones géographiques où on a mis en place un système de collecte du produit en fin de vie et un système de désassemblage pour du recyclage après derrière. Donc voilà, donc l'analyse de cycle de vie, elle a été faite sur ce périmètre-là, en prenant en compte justement l'impact de la collecte, l'impact du désassemblage et les bénéfices du recyclage, sachant qu'aujourd'hui,
le recyclage, il est fait pour la partie TPU dans nos produits, puisqu'on recycle on réintègre la matière dans une chaussure de ski. Et le polyester, eh ben, on peut en refaire du textile ou en refaire d'autres matières polyester. Donc, quand on voit sur le graphique que Clara présente ici, on a vraiment tout intégré dedans, l'industrialisation et toutes ces phases-là. Et le bonus, suivant la méthode de calcul, on a un bonus de recyclage qui se répartit sur le produit index et également sur le produit qui va bénéficier. En théorie, ce serait moitié-moitié. Donc, il y aurait la moitié du bonus qui reviendrait au produit index, donc 1,05 kg qui reviendrait au produit index, et 1,05 kg qui reviendrait au produit qui va bénéficier de cette matière recyclée. Donc, chez nous, la chaussure de ski, sachant qu'aujourd'hui, les 2 tiers de la matière de la chaussure, c'est du TPU, donc ça revient dans la chaussure de ski, et il y aurait 1 tiers qui irait normalement au polyester, au textile qui utiliserait notre matière. Donc voilà. Et donc on a beaucoup gagné du fait qu'on a simplifié le produit, on a beaucoup gagné sur la partie rouge, sur la partie production de la chaussure, puisque la chaussure est beaucoup plus simple. Les matières sont un peu plus impactantes. C'est pour ça que vous voyez que le bleu clair est plus important, parce que le TPU a une impact environnemental plus importante que les EVA qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, mais d'un autre côté, on regagne sur les autres étapes du produit, quoi. Donc voilà, puisqu'on a des process qui sont beaucoup plus simples, hein. On est sur des process d'injection qui sont beaucoup plus simples que les process d'EVA qu'on a aujourd'hui, où il faut injecter ou comprimer et faire des process de stabilisation. Donc on gagne à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Et on prend en compte la fin de vie, comme vous voyez sur le bleu foncé. Aujourd'hui, une chaussure standard, elle est incinérée ou en fuite, comme on vous dit, donc elle génère du CO2. Alors que là, en fin de vie, ben, nous, on va réutiliser la matière pour justement la recycler. Et on a une phase de distribution qui est un peu plus importante parce que le produit index est plus lourd. On est sur des produits qui sont en cours de développement et les matières n'étaient pas encore au bon niveau. Et puis, on a toute la phase de retour produit et toutes ces choses-là qui viennent impacter la distribution. Voilà. Donc, c'était un ressenti qu'on avait qui a été confirmé par l'analyse de cycle de vie qu'on a finalisé au moment où le produit est sorti commercialement. Donc, l'analyse de cycle de vie, on l'a finalisé en avril-juin 2021 et le produit est sorti en mars 2021. Et comme ça nous a permis aussi d'avoir les bonnes données puisqu'on a pu faire des mesures sur le process de production du produit, quoi. Et c'est intéressant de voir ici que la stratégie que vous avez appliquée, c'est sur la fin de vie du produit, mais que finalement, la réduction de l'empreinte environnementale, elle est sur la partie production. Ben oui, parce c'était aussi là, ce qu'on ressentait, c'est qu'on simplifiait le produit et le process. Pour des gens qui connaissent un peu le domaine de la chaussure, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses sont faites avec des EVA qu'on est obligé de restabiliser et des caoutchoucs qu'on est obligé de restabiliser, des process qui consomment beaucoup d'énergie pour la partie, ce qu'on appelle semelle. Et donc, on sentait que notre process était plus simple parce que c'était qu'une phase d'injection. Donc, on n'avait que des matières qui étaient injectées. Donc, on était beaucoup plus simple en termes de process. Et les usines nous poussaient aussi à aller vers ces phases d'injection parce que ben, je pense que eux, elles avaient aussi un intérêt économique, moins de consommation d'énergie, des process plus simples, des moules un peu plus compliqués, parce que les moules sont un peu plus compliqués, mais un process qui consommait moins d'énergie. Et puis, ça nous a imposé aussi à simplifier aussi énormément la tige, donc la partie chaussante de la chaussure. Aujourd'hui, on ne fait plus sur cette chaussure index, on n'a pour ainsi dire aucun collage, aucun process de chauffe, c'est principalement de la couture, simplement de la couture. On est revenu à des choses simples. Alors, c'est applicable pour une chaussure de ville et pour une chaussure de course. Sur route, il y a peut-être c'est pas encore aujourd'hui complètement applicable pour une chaussure de course sur le trail ou de randonnée. C'est les sujets de recherche sur lesquels on travaille. Mais au moins, c'était applicable sur ce type de produit-là, quoi. Donc voilà. Ok. Voilà.
Et donc cette chaussure, quel est son positionnement prix du coup, par rapport à Aujourd'hui, c'était une chaussure qui était, je reconnais, hein, c'était une chaussure qui était chère elle a été vendue à 180, 200 euros, hein, suivant si c'était la première année ou la deuxième année. Et donc, ben, les quantités étaient relativement faibles. Et donc, le positionnement prix a été aussi un frein à l'acte d'achat du consommateur, hein. C'est sûr que, parce que ben, la raison principale de ce positionnement prix était pour la réalisation de toute la partie semelle. C'est uniquement la partie semelle. On est sur un nouveau process industriel qui était en cours de développement, où aujourd'hui il y a des faibles quantités. Et c'est la raison principale qui a mené à ce placement prix du produit, quoi. Voilà. OK. Et donc suite à ce projet-là qui vous a permis de développer de nouveaux process, comment est-ce que vous capitalisez dessus, finalement, quelle est la suite de ce projet? Ben, la suite de ce projet-là, on a travaillé une amélioration de l'industrialisation, sur, de l'apport de couleurs. Il y avait une volonté d'être pur dans le lancement du concept de la chaussure. Donc, en 2023, on sort un produit qui est dans la continuité du produit Index, où grâce au travail qu'on a fait, ben, on apporte de l'esthétique couleur. On réduit le poids du produit, puisque le produit était un peu lourd en 2021. Et on a un positionnement prix qui est beaucoup plus bas, qui est un peu plus bas, puisque ce produit est positionné, il est déjà commercialisé à 160 euros. Et il y a une continuité de travail pour essayer justement de gagner encore en positionnement prix sur sur ce type de produit, en essayant d'augmenter les quantités produites et en travaillant sur de l'amélioration industrielle, que ce soit aussi bien au niveau de la tige chaussante qu'au niveau de la semelle, quoi. Donc voilà où on en est sur la continuité de ce produit-là. Et il y a des réflexions qui sont en cours pour essayer d'introduire ce type de produit sur des pratiques, d'autres pratiques que la route, qui sont des pratiques de trail ou des pratiques d'outdoor, donc de course sur chemin ou de randonnée, quoi. Donc voilà. Voilà Mmh. où on en est sur. Donc il y a vraiment une démarche de pousser ce type de démarche à faire un produit plus, enfin, au moins qui se recycle. Et donc en générant ce côté recyclable, on réduit l'impact de production et l'impact du produit. Il y a un seul point sur lequel on n'a pas parlé, Clara, c'est que là-dedans, quand on a développé ce produit-là, c'est d'essayer de conserver au maximum une durée de vie du produit qui soit similaire et identique à un produit standard. Parce que quand on développe un produit recyclable, il ne faut pas qu'on associe la recyclabilité au côté jetable. Et donc, quand on a développé ce produit-là, le critère qu'on avait, c'est qu'on devait au moins être identique à un produit standard en termes de durée de vie, quoi. Et donc on est sur ces niveaux-là. Mon idéal aurait été qu'on ait une durée de vie plus importante. Aujourd'hui, on est à la même durée de vie qu'un produit standard, quoi. Donc, de manière à ce que qu'on soit pas sur un système de produits jetables où le consommateur va renouveler son produit avec une fréquence plus importante, quoi. OK. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais donc dans les résultats d'ACV, il y a justement cette durée de vie qui a été Ouais, prise en compte normalement dans le ouais. résultat. On s'est basé sur, quand on a fait cette durée de vie-là, on s'est basé sur une durée de vie d'un an, hein. Là, les données que vous avez, c'est pour une durée de vie d'un an. Si le consommateur garde son produit 2 ans ou 3 ans, bah, cette durée de vie annuelle, elle serait à diviser par 2 ou par 3. Donc voilà. Donc, on est sur une base d'un an quand on affiche cette durée de vie de produit.
Et on compare du coup avec une chaussure qui a la même durée de vie, là, pour le coup. Exactement, ouais, exactement. Ok, merci. Et donc, cette démarche d'éco-conception, qu'est-ce qu'elle a amené comme bénéfice pour Salomon? Ben, ça permet de remettre en, à l'ordre du jour des chantiers de travail qui sont liés pas uniquement à ce produit-là, hein, mais d'essayer de mieux comprendre l'impact des différents process de production. Aujourd'hui, on était surtout sur des impacts financiers, hein, quand on choisit les pilotes de choix dans la conception d'un produit, ils sont souvent financiers. Et le but, c'est d'avoir un coût qui soit le plus bas possible pour travailler sur la rentabilité produit et peut-être avoir un positionnement produit qui soit moins cher. En gros, on vient faire rentrer aussi des paramètres d'éco-conception qui nous permettent de choisir des process industriels moins impactants environnementalement. Et donc, on vient faire rentrer, même si ces deux paramètres sont souvent liés, hein, l'économique et l'environnemental, de mettre un peu plus de poids sur le paramètre environnemental. Et donc, on retravaille sur typiquement sur la conception de la tige de chaussure. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, dans le domaine de la chaussure, on a souvent 25% de déchets de textiles du fait de la découpe des pièces et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ces choses-là, elles sont mises en avant et on essaye d'améliorer nos efficacités de découpe de manière à réduire nos déchets. Et donc, c'est tout un travail qui se fait en parallèle de ce travail d'éco-conception. Et voilà quoi. Ok. Et ça a eu en plus, je pense que, alors je sais pas si je devance déjà ta question suivante, mais ce travail-là qui a été fait sur la chaussure a ruisselé à l'intérieur des différentes activités de chez Salomon, qui sont les activités chaussures alpines, sport d'hiver, qui essayent de s'inspirer de ce qui a été fait là pour intégrer ces concepts-là dans leurs produits également. Alors c'est pas toujours des plus simples, mais au moins la démarche est en cours. Mm. Et ça a permis de diffuser la culture de l'éco-conception au sein de vos équipes? Ouais, un peu plus, ouais, un peu plus. Donc même si je pense que ces choses-là étaient déjà présentes, ce projet-là a permis de donner plus de poids en interne à ces sujets de travail, quoi. Qui sont, je dirais que c'est pas que ce projet-là, hein, c'est aussi une tendance actuelle qui oblige les entreprises à travailler sur ces sujets-là. Et derrière, ça fait des outils de communication auprès du consommateur pour promouvoir les démarches. Alors après, ces démarches, elles doivent être vraiment aussi étayées parce que on est confronté à beaucoup de greenwashing et beaucoup de surcommunication sur ces sujets-là. Et donc, il y a vraiment c'est des sujets qu'il faut aborder avec des pincettes et avec des choses factuelles. Et je vais me tirer une balle dans le pied en vous disant ce que je vais vous dire là maintenant, mais on a essayé de faire les choses bien avec Index. On n'a pas fait de greenwashing parce qu'il n'y en a pas du tout dans toute la communication qu'on fait. Mais aujourd'hui, il y a un gros point faible sur le concept qui est le retour des produits. On a communiqué aux consommateurs. Pour le consommateur, c'est très facile de nous renvoyer son produit puisqu'il en fin de vie, il a juste à télécharger un bon de retour gratuit pour nous renvoyer les produits.
Et aujourd'hui, je suis déçu par peut-être par pas assez de communication de chez Salomon, par manque peut-être d'éducation, peut-être par complexité du process, alors qu'il semble encore quand même relativement simple. Mais on a un taux de retour qui est très très faible puisqu'on a en dessous de 1% des produits qui reviennent. Donc aujourd'hui, on a fait une belle démarche avec une belle communication, mais aujourd'hui, l'acte de retour du consommateur après 2 ans est quand même très très faible. Donc je ne sais pas comment. Alors on aurait pu faire inciter le consommateur en lui faisant une rééducation sur un acte d'achat suivant. On n'est pas parti dans cette démarche-là. Peut-être qu'il aurait fallu. Mais aujourd'hui, on communique énormément sur le côté vert de cette chaussure-là, enfin côté vert, côté réduction d'impact. Alors, il y a une réduction d'impact, hein, comme on l'a vu, mais aujourd'hui, on n'a pas le bénéfice du retour produit parce que les consommateurs ne nous renvoient pas le produit à hauteur de ce qu'on aurait espéré. Voilà. Donc, on pourrait être attaqué pour greenwashing parce qu'on revendique un gain d'impact, enfin une réduction d'impact CO2 parce que le produit est recyclé, mais aujourd'hui, on a peu de produits qui reviennent parce que les consommateurs ne font pas ce pas de nous les renvoyer, quoi, ou pas suffisamment, quoi. Ok. Mais finalement, cette chaussure, si elle a été commercialisée en 2021, peut-être qu'elle est encore utilisée aujourd'hui et qu'elle n'est pas encore arrivée Oui, au stade de sa... c'est comme ça que je me rassure. Et Mais d'ailleurs, juste... je pense qu'il y Ouais. a quand même un gros paramètre éducation. C'est un peu ce que tout le monde a vécu avec les bacs jaunes et des choses comme ça. Ça a mis du temps. Ça met du temps à ce que le consommateur s'approprie les choses. Et certainement que notre principe n'est pas encore suffisamment simple, hein. Certainement que le mieux, c'est de mettre des bacs dans les magasins et c'est un peu ce que fait ReFashion avec les organismes de collecte, quoi. Mais on voulait pas que ce produit-là aille dans les bacs de collecte parce qu'on savait très bien que il y avait peu de chances qu'il se recycle, quoi. Mm. Ok, merci. Bah, je vais maintenant te poser des questions que je vois dans toute la liste de nos participants à leur tour. Il y avait une question sur la durée de vie de la chaussure, donc on en parlait tout à l'heure. C'était 1 an qui était utilisé pour la CV, mais finalement, vous l'avez dimensionné pour quelle durée de vie? De toute façon, aujourd'hui, nos produits sont faits. Alors, le problème, c'est que la durée de vie, elle est très dépendante de l'utilisation du consommateur. Donc, normalement, aujourd'hui, il y a une garantie européenne qui est sur 2 ans. Et puis, le produit, il doit durer 2 ans. Et puis après, on est capable d'évaluer la quantité d'utilisation du produit par rapport à l'usure de la semelle de grippe et par rapport à tout ça. Donc nous, quand on a des tests qualité en interne avec des consommateurs qui pratiquent de manière plus intense l'utilisation des produits, avec une utilisation intensive, je pense le produit, il dure vraiment ces 1 an. Avec une utilisation plus sporadique, on va dire, le produit il dure facilement 2 ans ou 3 ans. Alors après, pareil, je vais me tirer une balle dans le pied, mais des produits blancs comme ça, ils sont salissants. Donc après, le consommateur, je ne sais pas sur quelle durée, il va continuer à le mettre quand le produit. Alors on peut le laver, hein, mais il reste quand même un petit peu salissant. Mais je pense que les 2 ans d'utilisation avec une utilisation standard, les 2 ans, ils tiennent 2 ans, quoi. Ils tiennent 2 ans ces produits. Mm. Mais on s'est pris quand on a fait l'étude, on a pris 1 an parce que comme ça, on était sur une base commune et puis voilà, quoi. Et donc au niveau de la fin de vie de ces chaussures, tu disais que vous aviez un très faible taux de collecte. Est-ce que Ouais. vous avez fait des enquêtes clients pour voir Pour un l'instant, peu où c'en était le au niveau pourquoi, le pourquoi, non, non, on l'a pas fait. Non, non, honnêtement, on l'a pas fait. Non, non. Ok.
Mais c'est vrai que sur le comportement utilisateur joue beaucoup là-dessus. Ouais, Enfin, ouais, énormément, ça. ouais. Énormément. Et la différence, c'est que on peut pas aujourd'hui, pour nous, c'était compliqué de mettre des bacs de collecte ou des choses comme ça dans nos magasins parce on en a quand même pas beaucoup et donc c'était un gros investissement de mettre ces choses-là en place et on l'a pas mis en place pour l'instant. Hmm. Ok. On a des questions sur l'ACV, puisque vous communiquez sur l'indicateur CO2, mais est-ce qu'il y a d'autres indicateurs, donc, d'autres indicateurs environnementaux comme la consommation d'eau, la pollution de l'eau? Ouais, on a regardé quand on a fait cet ACV, on a regardé tous les paramètres. Enfin, on a mis la priorisation sur l'eutrophication et ces choses-là, et on a vu globalement, quand on réduisait le CO2, on réduisait aussi sur tous les autres paramètres. On n'a pas d'autres paramètres qui ont augmenté suite à la conception de cette chaussure. Mais on a regardé, alors j'ai plus les paramètres en tête, mais on a regardé d'autres paramètres. On s'est pas contenté de regarder uniquement l'empreinte CO2, quoi. Ok. Donc il y a bien une vision multicritère et vous avez choisi de simplifier sur la Ouais, communication d'indicateur. oui, voilà, parce que c'est enfin, aujourd'hui, c'est le paramètre sur lequel on communique le plus, c'est le paramètre sur lequel toutes les sociétés sont attendues. Mais les autres paramètres sont aussi là, que ce soit le CO2, l'utilisation de ressources naturelles ou des choses comme ça, quoi. Alors c'est vrai que peut-être qu'en utilisation de ressources naturelles, on est peut-être un petit peu plus élevé que la Sonic 3 parce que le produit est un peu plus lourd. Alors c'est un raisonnement assez rapide. Un produit il doit faire 20 grammes de plus, donc on a peut-être un petit peu plus de consommation de ressources naturelles, puisque de toute façon tout vient du pétrole hein, sur ces produits-là. Donc on a peut-être un petit peu plus de consommation de ressources naturelles que sur l'index que sur la Sonic, quoi. Mais sur les autres paramètres, on était globalement beaucoup plus bas. Ok. Alors, on a d'autres questions portant sur et si la chaussure était fabriquée en Europe, est-ce que vous avez envisagé la possibilité, puisque le C'est une très mécénat... bonne question. Je remercie celui ou celle qui la pose. Donc, dans la démarche qu'a Salomon, oui, on a imaginé de la construire en Europe, hein. Le problème qu'on a, c'est que, comme je disais au départ, hein, c'est que, alors, nous, en tout cas, tous nos produits sont produits en Asie, parce que, les gros constructeurs de chaussures, et puis, l'autre élément, c'est que pour refaire un historique de Salomon, Salomon produisait ses chaussures en Europe, hein, en France même au début, quand on a démarré. Puis quand on a été racheté par Adidas en 2020, je crois, non, en 2000, je veux dire, on a été dans les usines d'Adidas, hein, donc on est parti en Asie dans les usines d'Adidas et aujourd'hui, enfin les partenaires d'Adidas. Et aujourd'hui, toute notre production est en Asie, que ce soit au Vietnam ou dans d'autres pays. Et donc, l'idée de revenir en Europe, elle germe chez Salomon, hein, puisque en partenariat avec une société qui s'appelle Chamatex, depuis 2020, on a une usine de production de chaussures qui est en phase de démarrage, qui est en Ardèche, et on commence à produire des chaussures. Alors, rapatrier une usine de production, enfin un process de production, c'est compliqué et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc on a vraiment les premiers produits qui sortent vraiment de l'usine là depuis la fin de l'année 2022, depuis de l'année 2023. Et donc aujourd'hui, les composants de la tige sont approvisionnés en Europe et produits en Europe, mais on produit encore les semelles en Asie, hein. Donc les semelles sont encore produites en Asie, mais dans la démarche long terme, l'idée c'est de produire aussi les semelles en Europe. Et donc peut-être que la chaussure Index 2026 ou 2027, elle sera produite en Europe,
mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau de maîtrise technologique pour pouvoir le faire. Ok. Mais c'est dans les esprits. Ok, alors je regarde juste les dernières questions parce que je vois que l'heure tourne. Il y a des questions aussi sur le recyclage et Ouais. notamment sur alors donc sur le partenariat que vous avez créé avec des recycleurs. Ouais. Aujourd'hui, le recyclage pour nous, il est facile puisque c'est du TPU. Donc, on n'a pas le TPU, on le recycle en interne. Donc, il n'y a pas trop de. Puisqu'aujourd'hui, Salomon recyclait déjà pour les chaussures de ski, utilisait déjà du TPU recyclé. Donc, on a juste eu à valider, Mm. à valider que ce TPU-là de nos chaussures pouvait être intégré dans de la chaussure de ski. Et on l'a validé, il n'y a pas de problème. Après, le polyester, aujourd'hui, on est, aujourd'hui, vu la quantité de retours qu'on a, pour l'instant, on le stocke et potentiellement, on le stocke et puis quand on aura un bon gisement, on fournira à quelqu'un pour le recycler. Mais là-dessus, je me fais pas de soucis du tout. Et notamment, on travaille. Là, il n'y a rien de secret là-dessus. On travaille avec une société qui s'appelle Carbios et qui est à Clermont-Ferrand sur un process de recyclage des polyesters par process enzymatique. Donc, on utilise des enzymes pour recycler ce polyester-là. Et donc, potentiellement, demain, pourquoi pas leur fournir ce polyester-là pour qu'eux le recyclent et en refassent un fil ou des granules de polyester qui pourront être utilisés pour faire du fil. Donc, pour l'instant, il n'y a pas urgence vu le nombre de produits qui nous reviennent, mais on sait que ce sera faisable. Donc voilà quoi. Ok. Merci beaucoup Olivier. Du coup, je vais m'arrêter là pour les questions. Alors, je ne sais pas si. Oui. Ah, pardon. Merci bien. Je ne sais pas si vous avez accès aux documents dans Olivier, peut-être que tu peux me dire si vous avez accès à la fiche éco-initiative dans GoToWebinar. Euh, je vois ton écran, mais la fiche en elle-même, je ne sais pas où je peux y accéder. Ok. Alors, je vais voir pour la distribuer. En fait, derrière l'idée de ce webinaire, c'est de vous communiquer une fiche qu'on a réalisée donc avec Olivier et qui retrace un peu le projet sur l'Index 01. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur ce projet-là, vous retrouverez cette fiche sur notre site internet. Et l'idée, c'était de vous la communiquer là aussi en fin de webinaire. Donc, je vais essayer, mais sinon, vous la recevrez aussi par mail avec le lien pour le replay du webinaire. Ah si, Ouais. Clara, elle est accessible. J'ai réussi à y accéder. Elle est sur le côté, je la vois. Je vois le lien. Ouais. Ok, bah, je vois des réponses des participants qui disent que c'est justement disponible dans Documents à distribuer. Donc voilà, vous pouvez y accéder là. Donc je vais clôturer ce webinaire. Encore merci Olivier d'avoir répondu à ces questions. J'espère que ça a inspiré le monde qui est présent. Donc si vous souhaitez juste plus d'informations sur l'éco-conception, n'hésitez pas à consulter du coup notre site internet. Vous y trouverez plein d'informations, donc à la fois des retours d'expérience d'entreprise. On va continuer de faire des webinaires comme celui-là et diffuser des fiches éco-initiatives comme ce projet-là. Et donc sur notre site internet, vous trouverez toute l'information utile sur l'éco-conception, sur ses outils, ses principes, ses applications. Et si vous voulez approfondir, donc le pôle est centre de formation. Donc vous pouvez aussi assister à nos formations si vous voulez monter en compétence sur ce sujet-là et mettre en place ce type de projet en entreprise. Alors, je vous parle juste du dernier webinaire, du prochain webinaire, qui sera sur des tablettes de lave-vaisselle éco-conçues par Eurotab. Ce sera le 26 mai à 11h30. Donc, même jour, même heure. Et donc, pareil, vous aurez une personne pour vous parler de ce projet et après la fiche éco-initiative qui sortira. Voilà, donc merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end.
Merci bien.